Notre histoire commence avec un garçon laid aux cheveux flamboyants qui fuit un démon dans ce qui ressemble à une rue déserte du Japon. Mais avant qu'il ne soit réduit en miettes, une brune au gros OP le tire en sécurité. Elle lui dit alors de rester silencieux, sinon le monstre les attraperait. C'est alors qu'une petite créature magique surgit de la zone de ses OP, et il est clairement un peu surpris en la voyant, alors la fille le taquine un peu pour ça. En réponse, il rougit un peu et dit qu'il n'a pas peur et qu'il leur aurait botté le cul s'il n'était pas si blessé. Notre protagoniste s'appelle Narihira Takeru, et à ce moment-là, la fille croit qu'il est un type vraiment fort. Elle se retourne et lui demande s'il viendrait la sauver chaque fois qu'elle serait en danger. Après que Takeru ait accepté, elle s'en va, et c'est là qu'il réalise, il l'aime vraiment. Il ne peut pas laisser une opportunité comme celle-ci lui échapper. Notre garçon la ramène alors par la main, le visage rougi, et lui avoue qu'elle est son crush. À ce moment-là, il revient à la réalité. En fait, ce n'était qu'un de ses fantasmes oniriques. En réalité, notre garçon a été tabassé et attaché à un poteau par un gang de motards notoires. Il n'est même pas préoccupé par le fait d'être ligoté, il exprime plutôt sa frustration que c'est la 999e fois qu'il rêve de cette belle fille, mais qu'il n'a jamais eu la chance de l'embrasser. Les brutes se moquent de lui, disant qu'il est si seul que la seule façon dont il peut tomber amoureux, c'est dans ses rêves. Takeru envoie un coup de pied au visage du type et leur dit que son crush est réel et ne fait pas seulement partie de ses rêves. Un autre membre du gang est énervé par ça, il ordonne au protagoniste d'admettre sa défaite et de s'excuser. En même temps, il balance une batte vers sa tête, mais Takeru l'esquive et contre en lui donnant un coup de tête à la mâchoire. Après ça, il se remet debout et fait savoir aux brutes que la devise de la famille Narihira est de ne jamais accepter la défaite tant qu'on n'est pas mort. Les brutes décident de l'affronter tous ensemble, et même attaché à un poteau, Takeru parvient à faire un 1 contre 5. Après avoir battu les voyous, il s'échappe sur son scooter, réaffirmant la promesse qu'il s'est faite, « Je n'admettrai jamais la défaite à moins d'être mort ». C'est alors qu'il manque de déraper en voyant la même créature magique que dans son rêve. Il décide de la poursuivre à haute vitesse, mais il lève les yeux et voit qu'il est sur le point de rencontrer Truck-kun. Il saute donc sur le côté, attrape la créature magique et tombe de la falaise. Il se réveille dans une hutte chaleureuse et est immédiatement accueilli par la même fille qu'il voyait dans ses rêves. C'est la 2000 fois qu'il la voit, alors il sourit en la regardant, sachant que ce ne peut pas être un rêve cette fois. Takeru se lève et essaie de lui rappeler qu'il est le gars qui l'a sauvé la dernière fois, mais à en juger par son langage corporel, elle ne semble pas comprendre de quoi il parle. Elle commence à être un peu effrayée, alors elle recule, et soudain, la même créature magique tombe de nulle part sur la tête de Takeru. Ça le déséquilibre, et il atterrit le visage dans les OP de la fille. Des filles qui regardaient de loin trouvent ça plutôt divertissant. Elles demandent à leur ami Seme ce qu'il en pense, et il trouve ça aussi amusant. Il utilise un manipulateur de système à son poignet pour activer un filet qui capture Takeru. Ensuite, il sort en disant « C'était un spectacle vraiment divertissant, mais il est temps de se débarrasser de cet idiot ». Takeru s'énerve après s'être fait traiter d'idiot par Seme, mais son mystérieux crush lui dit juste de la fermer et le gifle. Il est jeté hors du palais royal et se retrouve maintenant en ville avec les autres civils. Il demande où se trouve un combini, et après en avoir trouvé un, il se fait immédiatement virer pour être trop fauché. Alors qu'il est allongé dans une ruelle, il demande à un homme aléatoire où il se trouve. L'homme répond avec le nom d'un endroit qu'il n'a jamais entendu auparavant. Il lui demande d'expliquer en termes de Tokyo, mais le gars n'a aucune idée d'où ou de quoi Tokyo est. Il dit à Takeru qu'il est dans un endroit appelé Danji-Yinkyo. Après cette rencontre, Takeru entre en ville et commence à se demander s'il a voyagé dans le temps. Mais il en doute car cet endroit ne ressemble certainement pas à l'ancien Tokyo pour lui. C'est alors qu'un signal d'urgence retentit, plusieurs sauts magiques apparaissent dans le ciel. Les civils entendent alors une voix annoncer qu'une éruption de brouillard noir aura lieu dans les 60 prochaines secondes. Elle couvrira 200 mètres aux alentours, donc il est conseillé à quiconque se trouve dans cette zone de se diriger rapidement vers une porte d'évacuation. Comme annoncé, le brouillard noir commence à remplir toute la zone. Takeru et d'autres civils n'ont pas pu sortir à temps, alors ils sont maintenant coincés à l'intérieur, retenus par une barrière. Il regarde en arrière et aperçoit une petite fille sur le point d'être avalée par le brouillard, alors il court vers elle et utilise son corps pour la protéger tandis qu'ils sont tous deux engloutis par le brouillard. L'endroit suivant où Takeru se retrouve est une rue néon effrayante. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la fille qu'il essayait de sauver a été pétrifiée. Il regarde autour de lui et voit que ce n'est pas seulement elle, tout le monde autour est devenu pierre. Une sorte de monstre robot apparaît de nulle part et commence à fracasser les gens pétrifiés. Takeru est vraiment énervé par ça, alors il l'interpelle et lui dit d'arrêter. Le monstre se tourne vers lui et tire un rayon protonique droit sur lui. Takeru voit l'attaque venir facilement, mais il ne fait aucun mouvement pour l'éviter. Il a décidé de ne pas fuir, il veut tester une nouvelle théorie. Après avoir reçu l'attaque, le fait qu'il soit toujours en vie prouve qu'il avait raison, il a en quelque sorte obtenu un corps qui ne peut tout simplement pas mourir. Avant qu'il ne s'en rende compte, le monstre bondit à nouveau sur lui,
il n'y a littéralement aucun moyen pour Takeru de bloquer ou d'esquiver. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder et voir ce qui se passe ensuite, mais avant la collision, un autre robot sort de nulle part et pousse l'autre hors du chemin. Les gens à l'intérieur du robot voient Takeru et se demandent comment il peut être dans le brouillard sans être pétrifié. Ils utilisent leur micro et lui disent de rester où il est, ils feront de leur mieux pour combattre le monstre. Takeru entend ça et leur dit de ne pas s'inquiéter. Il va botter le cul de ce truc, il doit gagner celui-ci, sinon il se sentira comme un loser. Le monstre rugit, impliquant qu'il est toujours prêt au combat. Les gens dans le costume du robot disent à Takeru de se mettre derrière eux, et il prévoit d'abattre le monstre d'un seul coup. Le monstre lance une de ses attaques projectiles sur eux, mais ils utilisent leur pouvoir des 5 tonnerres et lancent une attaque encore plus puissante qui surpasse l'attaque du robot et le vainc en un seul coup. Maintenant qu'il est vaincu, le brouillard noir commence à se dissiper. Pendant ce temps, la fille au QG fait des vérifications sur Takeru et découvre que c'est le même gars qui était sur scène. Plus tard dans la journée, Takeru est assis seul, repensant à ce qu'il vient de vivre. C'est alors qu'Atsunaga et Yora s'approchent de lui et lui demandent comment il va. Rien qu'en entendant leur voix, Takeru les reconnaît instantanément, c'était eux qui pilotaient le robot. Takeru leur dit à tous les deux de ne pas se mêler de ses affaires car il pense qu'il aurait pu affronter le monstre robot tout seul. Yora n'est pas d'accord, et les choses commencent à s'échauffer entre eux. Atsunaga les sépare et félicite Takeru, disant que c'est vraiment impressionnant qu'il ait pu rester dans le brouillard, mais il n'aurait aucune chance de vaincre ce monstre car il n'est pas un onyoji. Takeru est déjà furieux et sur le point de partir, mais juste avant, il aperçoit la petite fille qu'il a essayé de sauver dans le brouillard. La voir en bonne santé lui arrache un grand sourire. Sur le chemin du retour, il tombe sur son crush, qui le réprimande pour avoir tout gâché pour elle plus tôt. Des personnes importantes comme le conseiller en chef de l'empereur sont venues la voir, mais il est arrivé de nulle part et a tout ruiné. Takeru n'en était pas conscient, alors il s'excuse sincèrement. Elle remarque que Takeru est un peu blessé, alors elle l'invite chez elle pour manger et avoir des vêtements propres. Tout en dévorant son délicieux repas, il passe une grande partie de la soirée à leur raconter comment il est arrivé ici, et sur cette base, son crush dit qu'il est très probable qu'il vienne d'un autre monde. Elle en arrive à cette conclusion car elle n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui puisse se déplacer librement dans le brouillard noir. Son père se demande si ça veut dire qu'il est une sorte d'Oni, mais Takeru les assure qu'il est humain. Takeru ne sait même pas ce que sont ces monstres Oni, alors le vieil homme décide de lui faire un petit récapitulatif de ce qui se passe dans ce monde. Les Oni sont considérés comme les pires ennemis de l'humanité, venant d'un autre monde, et le brouillard noir est le phénomène qui se produit lorsque le monde des Oni envahit le leur. Takeru entend ça et réalise que ce monde est vraiment dangereux. Son crush suppose que ça veut dire qu'il veut retourner dans son monde, mais Takeru n'est pas sûr de vouloir partir tout de suite car il vient enfin de la rencontrer. La mère de son crush dit qu'un onyoji saurait sûrement comment le renvoyer dans son monde. Les onyoji sont enloués dans ce monde car ils sont la seule raison pour laquelle la ville tient encore. Ils protègent les civils en contrôlant ces robots géants appelés Shikagami, et celui qui est en charge des Shikagami est un gars nommé Abenoseme. Plus tard à minuit, Takeru se réveille et voit son crush faire une sorte de ballet. Il reste pour regarder, et une fois qu'elle a fini, il la complimente en disant qu'elle est vraiment douée avec ses pieds. Elle lui demande alors s'ils se sont déjà rencontrés. Takeru confirme, disant qu'ils se sont rencontrés plusieurs fois, et à chaque fois, il lui a toujours promis qu'il deviendrait plus fort pour la protéger. Elle trouve ça plutôt mignon, alors elle accepte de lui donner son nom et se présente comme Tsukimiya. Le lendemain dans le village, Takeru passe par là quand il voit une foule rassemblée devant lui, alors il va voir. Il voit Tsukimiya à genoux devant le messager du conseiller en chef. Il la réprimande parce que Takeru est arrivé de nulle part et a interrompu le spectacle. Maintenant, le conseiller en chef est vraiment en colère car ça a montré un manque de respect envers le rituel du pandémonium centennal. Pendant qu'elle se fait crier dessus, elle ne fait que baisser les yeux, honteuse. Le messager s'en va, lui disant que le conseiller veut qu'elle vienne au palais impérial s'excuser en personne. Avant que le messager ne parte, Takeru s'approche de lui et dit que Tsukimiya ne devrait pas être blâmé pour son intrusion. La chose suivante qui arrive, c'est qu'il est mis dans une cage de contraintes magiques par le gars qu'il a rencontré plus tôt. Ensuite, lui et le conseiller sortent tandis que Takeru reste là, au sol. En montant dans la voiture, l'ami de Seme sent que le brouillard noir va arriver. Tout le village est plongé dans le chaos, ils n'ont que 20 secondes pour sortir de la zone. Heureusement, leur voiture réussit à temps, mais malheureusement, celle de Tsukimiya est piégée. Takeru voit que Tsukimiya est en danger à cause du brouillard noir, alors il se précipite sans plan. Il est déterminé à tenir sa promesse de toujours la protéger, quel qu'en soit le prix. Takeru entrevoit les onyoji combattre le démon, mais il ne veut pas se distraire, il est là pour sauver Tsukimiya. L'équipe des onyoji semble avoir du mal contre ce démon. Il a quelques tours dans son sac qu'il utilise pour infliger un coup dévastateur au robot des onyoji. Kazura observe depuis son QG et voit que le robot a subi beaucoup de dégâts et ne tiendra plus longtemps. Alors que tout espoir semble perdu, Takeru saute en l'air et frappe le monstre avec un bâton.
En retombant, il commence à sentir de l'énergie le remplir. Il pourrait vraiment y arriver, mais le monstre l'arrête net en l'attrapant simplement, en serrant son corps et en le jetant sur le côté. Tout ce qu'il reste à Takeru, ce sont de nombreux os brisés et un battement de cœur faible. Mais c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Son os de doigt se répare tout seul, Seme voit ça et est incrédule. Les os de Takeru se sont en quelque sorte réparés, alors il se relève, déterminé à vaincre ce monstre, même si ça signifie se sacrifier dans le processus. Le monstre lui lance une attaque, et Takeru l'affronte de front, et alors que son corps entre en contact, il se transforme instantanément en Onyoji et obtient sa propre armure robotique cool. À ce stade, Takeru est certain qu'il est venu dans ce monde précisément pour ce moment, alors il ne peut pas se permettre de décevoir les dieux maintenant, il doit protéger Tsukimiya. Il bondit en l'air et utilise un seul coup pour vaincre le monstre. Kazura et tout le monde au QG n'en croient pas leurs yeux. Seme sourit, Takeru semble avoir piqué son intérêt. Takeru se précipite vers Tsukimiya et est soulagé de la voir intacte. Mais il a oublié de détruire le noyau sous elle, alors elle est instantanément écrasée sous ses yeux. Takeru est sans voix, tout ce travail pour rien. Pour empirer les choses, le monstre sort de derrière et le transperce la poitrine. Sa vie commence lentement à s'éteindre, mais il n'est pas prêt à accepter une fin aussi pathétique. Dans la scène suivante, il se réveille dans la même situation que lorsqu'il est entré pour la première fois dans la hutte avec Tsukimiya.